allons parler d'un thème qui est très important et qui est évidemment complètement lié au thème du jour sur le partage du pouvoir. Parce qu'après avoir parlé de la nature du pouvoir, on va parler du bouleversement des sphères de pouvoir. Et c'est qui a le pouvoir dans nos sociétés depuis des milliers d'années? Eh bien oui, les hommes. Et donc on va parler des hommes. Ou plutôt, on va parler du système qu'ils nous ont imposé en nous opprimant, nous les femmes, mais en les piégeant bien, eux aussi, les hommes. Et donc on aura Olivia Gazalet qui va venir nous parler de ça. Et puis, tant qu'à parler des hommes, on va parler de ce qu'on préfère, c'est finalement l'amour. Et l'amour avec ces hommes et ces nouveaux couples qu'on est en train d'inventer. On est vraiment en train de réinventer l'amour, et en particulier le couple. Et là, on va donner la parole à Aviva Wittenberg-Cox, qui est une... je dis toujours, excuse-moi, Aviva, elle est où? Elle est là. La papesse de l'égalité professionnelle. Et qui, cette fois-ci, s'est attardée sur le fait de... OK, nous toutes, là, dans l'Assemblée, et tous les hommes qui sont présents et qui nous aiment, qu'est-ce que ça a finalement changé dans nos vies de couple, tout ce qu'on a pu acquérir dans l'économie, dans la vie des entreprises. Donc, on va parler de sujets véritablement brûlants. Alors, Olivia Gazalet, elle est philosophe. C'est elle est allez, je vais dire... On peut dire que vous êtes une entrepreneuse aussi. Vous avez cofondé les Mardis de la philosophie, qui sont un succès absolument incroyable. Mais en dehors de ça, vous êtes également professeur en classe de prépa. Vous êtes également maître de conférences. Et puis, vous avez écrit un premier livre sur « Je t'aime à la philo ». Alors là, je ne l'ai pas encore lu, mais il paraît qu'elle parle d'amour encore et de sexe. C'est encore mieux. Et donc, elle n'en avait pas assez, et elle a voulu approfondir le sujet des hommes. Et c'est comme ça qu'elle a, il y a quelques mois de cela, et d'ailleurs vous avez probablement entendu déjà parler d'elle parce que ça fait un buzz d'enfer, le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Olivia Gazalet. Bonjour à toutes et à tous, s'il y a des... Oui, il y a des hommes, donc je dis toutes et tous. Merci de m'accueillir ici, merci pour cette aimable introduction. Alors, au risque de vous horrifier, je vais commencer par remercier chaleureusement Harvey Weinstein. Même si ça peut paraître très paradoxal, ce que je trouve positif dans cette affaire Weinstein et de la déferlante de témoignages féminins, c'est que c'est à partir de cette affaire qu'est né, ou en tout cas que s'est accéléré, ce sentiment d'urgence à repenser les stéréotypes sexués qui nous aliènent des deux côtés. Et c'est tout l'objet de mon livre que de montrer que ce système viriarcal de construction des genres n'a pas seulement opprimé les femmes, mais aussi les hommes eux-mêmes. Et ma conviction, c'est que l'avenir du féminisme ne peut pas se passer d'une réinvention complète des masculinités. Et les masculinités, pour moi, doivent être pensées indépendamment de la virilité. La virilité, ce que j'appelle la virilité, il y a au cœur de cette notion l'idée du vir latin, c'est-à-dire cette idée du mâle qu'on appelle aujourd'hui le mâle alpha, mâle dominant, et en réalité, c'est l'idée de la domination et de la supériorité d'un sexe sur l'autre. Et donc, ce qui est intéressant, déjà, première remarque que je voudrais faire, c'est que il y a deux débats quand on parle des genres, des sexes. On a tendance à un petit peu tout mélanger et arriver sur des questions complètement insolubles parce qu'elles sont philosophiquement
indécidable. Je m'explique. Je pense qu'il est important, quand on réfléchit à la question des sexes, de distinguer deux problématiques qui sont évidemment très proches l'une de l'autre, mais qui ne sont pas identiques. La première problématique, c'est la question de la différence des sexes. Et la question de la différence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, c'est une question qui est quasiment, je dirais, presque insoluble. En tout cas, elle ne peut pas faire l'unanimité, parce que pour y répondre, il faut d'abord mobiliser des éléments de biologie, de biochimie. Est-ce qu'il y a des différences entre le cerveau féminin, masculin ? Les biologistes ne sont pas d'accord entre eux sur ce thème. Et puis, évidemment, c'est une question philosophique, anthropologique et théologique immense. Et suivant qu'on est croyant ou pas, d'ailleurs presque toutes les religions s'accordent à dire que les polarités sont intangibles et qu'un homme est un homme, et une femme est une femme, et qu'il faut que le monde reste binaire, etc. Donc, c'est une question sur laquelle on ne pourra jamais emporter d'adhésion unanime, parce que ça impliquerait que chacun renonce à ses croyances, à sa philosophie. Et donc, pendant très longtemps, la question est restée un petit peu figée sur cette question de la différence. On a beaucoup critiqué la dite théorie du genre. Ça n'existe pas, la théorie du genre. Il y a une théorie queer, mais théorie du genre, il y a des études de genre. Et donc, en fait, on s'est un petit peu écharpé sur cette question philosophique quasi indécidable, puisqu'elle dépend des postulats et des croyances individuelles de chacun, subjectives. En revanche, il y a une deuxième question dont on peut s'emparer, dont on peut se saisir, et c'est cette fois-ci la question politique et non plus philosophique, non pas de la différence des sexes, mais de la hiérarchie des sexes, c'est-à-dire la domination d'un sexe sur l'autre. Or, cette domination, il faut, je crois, pour tenter de la déconstruire, il faut essayer de comprendre comment elle s'est construite. Parce que la déconstruction, c'est beaucoup plus subtil et complexe d'ailleurs que la destruction. Ça n'a rien à voir avec la destruction. La destruction, je prends un marteau, je tape dessus, je casse tout, mais au final, il ne reste rien. Donc ça n'est pas efficace et ça n'est pas productif. En revanche, déconstruire, c'est un très patient travail qui consiste à comprendre comment tout ça s'est conjugué pour qu'on en arrive à considérer finalement que les places respectives des hommes et des femmes étaient naturelles, elles émanaient d'un ordre naturel, alors qu'elles sont en grande partie, je ne dis pas totalement, mais elles sont en grande partie des constructions culturelles. Donc la force de ce système, que j'ai appelé le système viriarcal, alors, je m'arrête 2 secondes sur le mot viriarcal. Pourquoi je l'ai appelé viriarcal et non pas patriarcal ? Parce que dans ce système, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin, quelle que soit la position et le statut de l'homme. C'est-à-dire que l'homme domine, même s'il n'est pas père. C'est-à-dire que ça peut être le pouvoir. Télémaque, le fils de Pénélope, lui dit « tais-toi, c'est moi qui ai l'autorité dans la maison, c'est moi l'homme, c'est moi qui ai la seule parole légitime. » Donc c'est le droit du frère aîné du frère sur sa sœur, c'est le droit de l'oncle, etc. Donc du beau-frère, du frère dans certaines sociétés. Donc et évidemment le pouvoir, même si on dit le père pour l'Église, le pouvoir du clerc et du moine, alors qu'il n'est pas père au sens biologique du terme. Donc j'ai préféré au mot patriarcat le mot viriarcat pour bien montrer que c'était l'essence du masculin ici qui était considérée comme supérieure à l'essence du féminin. Alors ce système viriarcal, sa force conceptuelle extraordinaire qui fait qu'il a traversé des millénaires, c'est qu'en fait, pour s'installer, il a mobilisé tous les arguments d'autorité. Ce qui fait qu'il y est tellement bien arrivé que c'est un ordre qui a fini par passer pour naturel. Quand je dis tous les arguments d'autorité, ça commence par la mythologie, qui a une force de prescription symbolique énorme dans toute l'histoire de l'Occident, et particulièrement au moment de sa fondation dans l'Antiquité gréco-romaine. Et donc, on a déjà la mythologie qui est, à partir de Hésiode et d'Homère, on va avoir chez Homère l'idée que c'est à l'homme qu'appartient le logos, alors donc la rationalité, l'idée de transcendance, la verticalité, le rapport au langage, le rapport à la raison, le rapport à Dieu, le rapport à la pensée
et à la verticalité, alors que la femme, on le voit dès Homère, c'est le monde de l'éros, c'est le monde de l'enracinement dans l'immanence, c'est le monde de la matérialité par opposition au monde immatériel de la rationalité masculine. Et donc, on voit déjà se dessiner ça à partir d'Homère, et déjà même avant lui chez Hésiode, on voit apparaître la figure de Pandore, qui est une figure emblématique de la féminité démoniaque, cette idée d'une femme qui est par essence coupable du désir qu'elle suscite, qui est une prédatrice insatiable, infatigable, et donc ça nous rappelle aussi que, originellement, dans la pensée, la prédation sexuelle ne vient pas de l'homme, mais de la femme. Et donc, c'est très important de rappeler que l'origine de cette culpabilité est très lointaine. La culpabilité, on peut parler d'une culpabilité originelle de la femme qu'on va retrouver chez Lilith d'abord, et puis chez Ève. C'est elle qui a croqué le fruit défendu. C'est à cause d'elle que nous subissons la chute, c'est-à-dire l'entrée dans l'histoire, dans la guerre, et dans la pénibilité du travail, par opposition à une nature bienveillante qui nous était offerte au paradis. C'est la faute de la femme. Et c'est très important de rappeler, parce que ça permet de comprendre aussi, c'est un des éclairages sur le long silence qui suivait les violences féminines, puisque la parole de la femme est systématiquement discréditée, puisqu'elle est soupçonnée d'avoir elle-même provoqué le désir masculin. Donc c'est une femme qui est coupable toujours du désir qu'elle suscite. Donc là, voilà pour la mythologie, même si c'est très rapide. La mythologie, on pourrait aussi dire que c'est la mythologie qui va placer un dieu mâle tout-puissant qu'on va appeler Zeus, Jupiter, Brahma, et puis Yahvé par la suite, dans notre tradition judéo-chrétienne. Et c'est un mâle tout-puissant qui vient détrôner la divinité primordiale, qui était une divinité féminine, qui avait été adorée pendant toute la préhistoire. Donc, le premier élément, c'est la mythologie. Je vais revenir sur ce point de la déesse femme dans quelques minutes. Donc, la mythologie. Après, vous avez eu la théologie. La théologie, c'est important de rappeler, je citais à l'instant les figures de Ève et de Pandore, mais on va voir que dans l'imaginaire judéo-chrétien et dans d'autres religions aussi, il y a cette idée que les polarités sont absolument... elles sont là de toute éternité parce qu'elles sont voulues par Dieu. Et ce qui est important, c'est de comprendre qu'elles installent pas seulement le rapport entre les sexes, mais qu'en fait, elles sont le fondement de toute la binarité, de tous les couples binaires du monde. C'est-à-dire qu'à partir de ce partage ancestral entre féminin et masculin, il va se dessiner toute une symbolique et toute une métaphysique binaire qui oppose toujours deux termes hiérarchisés. Donc, je viens de dire, homme-femme, c'est aussi vertical, horizontal, dehors qui est valorisé par rapport au dedans, le rationnel par rapport à l'irrationnel et à l'émotivité, le chaud par rapport au froid, l'humide par rapport au sec. Et donc, toute cette dimension de la métaphysique, elle est en germe dans la religion et dans la théologie. Je suis obligée d'aller vite parce que j'ai peu de temps, mais c'est évidemment un sujet immense. Et puis, évidemment, arrive la philosophie, la médecine et la biologie. Pourquoi je les joins ensemble ? Parce qu'il faut ici parler d'une figure absolument majeure dans l'histoire de l'Occident, c'est la figure d'Aristote, dont je rappelle qu'il n'est pas seulement un des penseurs les plus influents de l'Occident, mais également de tout le monde arabo-perse. Il a même eu presque plus d'influence dans le monde arabo-perse jusqu'au XIIe siècle que dans le monde occidental. En fait, il fait un retour en Occident au XIIe siècle. Et pourquoi Aristote est à la fois un grand philosophe et aussi un grand savant ? C'est un des premiers biologistes et c'est la référence en matière d'anatomie et de médecine, non seulement pendant toute l'Antiquité, mais dans tout le monde médiéval. Or, que nous dit Aristote ? Aristote nous dit il y a une hiérarchie naturelle, essentielle,
déjà. Et cette hiérarchie, elle est inscrite dans la nature des femmes, parce que les femmes, il y a ce qu'il appelle la hiérarchie des fluides. Et il va poser la supériorité d'abord du sperme sur le lait et ensuite du sang masculin sur le sang féminin. Et là, c'est très intéressant de voir que le sang, le rapport au sang, qui est quelque chose de naturel, va être instrumentalisé et interprété et traduit en termes d'inégalité. Je m'explique. Il va dire, en fait, la femme perd son sang. La femme perd son sang dans une passivité absolue. Elle subit ses écoulements. Elle ne sait jamais quand ça commence, quand ça s'arrête, jusqu'où, quand elle va tomber enceinte. Elle est toujours surprise par son propre corps. Donc, elle est soumise à ces flux, donc elle a vocation à se soumettre. Elle est par essence soumise. Par opposition, on va penser à un homme qui, lui, se gouverne. Et il ne perd pas son sang. Il le verse à la guerre, il le verse dans la chasse, ou il le donne dans la mort héroïque. Et en tout état de cause, lui, donc, il maîtrise son rapport au sang, et par extension, il est fait pour maîtriser. Et donc, c'est une idéologie de la domination masculine. Domination, j'insiste sur le fait que c'est une domination sur la femme, bien sûr, ça c'est bien connu, mais c'est aussi une domination sur l'homme lui-même et par extension sur la planète et sur l'animal. C'est toujours la même idée d'une rationalité qui peut tout et qui est supérieure à tout. Alors, à l'animal, la planète, ça. Mais prenons la domination de l'homme par l'homme, puisque c'est quand même le sujet qui me paraît aujourd'hui indispensable. Il faut comprendre que ce système n'a pas seulement enfermé les femmes, il a aussi enfermé et asservi les hommes. Parce que cette idéologie de la supériorité virile, le wir, c'est bien cette idée que le masculin, l'homme, le mâle, c'est le représentant le plus accompli de l'espèce, ou le meilleur du matériau humain, ou l'excellence humaine, c'est l'homme. Or, cette idée, elle est d'abord, d'une part, elle est très coercitive parce que le devoir de virilité va imposer à l'homme une injonction à la puissance, à la force, à l'appétit de conquête. Il faut être courageux, il faut être puissant, il faut être victorieux. Donc c'est une idéologie qui est très belliqueuse, c'est l'apologie de la guerre et même d'une certaine forme de violence, avec le piège qui veut que cette puissance, que la puissance sexuelle soit l'indice du pouvoir économique, guerrier, financier, etc. Donc l'un étant assis sur l'autre, ce qui est évidemment un piège, puisque la maîtrise de la sexualité, par exemple, on sait à quel point elle est problématique, et il semblerait que cet appétit de la puissance cache aussi peut-être surtout une peur panique de l'impuissance. Alors donc, d'une part, ce devoir de virilité est très coercitif, mais il est aussi très discriminatoire, parce que de fait, tous les hommes qui ne sont pas porteurs des attributs traditionnels de la virilité, conquête, victoire, puissance, pour faire court, force, maîtrise, eh bien, ont toujours été ostracisés dans l'histoire, rejetés, comme n'étant pas de vrais hommes. Donc, historiquement, ce devoir de virilité est à l'origine, évidemment, de l'homophobie, puisque les hommes efféminés ne sont pas de vrais hommes, sachant évidemment, il faut bien comprendre que l'homophobie est très liée à la gynéphobie, puisque c'est parce que le féminin est infériorisé que l'effémination est dégradante. Donc l'un est étroitement lié à l'autre. On pourrait aussi parler de transphobie, c'est exactement la même peur de l'éclatement de cette binarité du monde. Mais ce n'est pas seulement l'homophobie. Derrière ce devoir de virilité, il y a aussi, j'en suis venue à cette conclusion en étudiant à fond l'histoire de la virilité magnifique à laquelle je vous renvoie en 3 volumes de Corbin, Courtine et Vigarello, qui est une mine. Et en me plongeant dans cette histoire, j'ai bien, et c'est très net, que c'est aussi à la racine de l'esclavagisme. Parce que tout à l'heure, je parlais d'Aristote. Aristote, c'est aussi celui qui a dit qu'il y avait des esclaves par nature, et qui est donc des hommes inférieurs par nature, qui étaient faits pour se mettre au service des autres
parce que la nature en avait voulu ainsi. Donc, l'esclavagisme, l'impérialisme et toutes les formes d'oppression de l'homme par l'homme, parce que c'est toujours l'idée que l'homme grec, le ouïr latin est supérieur au barbare, et puis c'est le colon espagnol qui est supérieur à l'indigène, et puis c'est le blanc qui est supérieur au noir, et puis c'est l'arien qui est supérieur aux juifs. Bref, il y a toujours cette idée qu'il y a une bonne façon d'être un homme viril, et d'ailleurs on voit, je parle à l'instant de l'arien et du juif, évidemment l'idéologie nazie, c'est celle qui porte à son paroxysme ce culte musculaire de la puissance masculine, et on sait à quelle dérive ça peut amener. Donc j'en arrive à ma conclusion. Je pense que les deux sexes se sont retrouvés piégés dans ce système, dans cette théorisation originelle qui nous vient de l'Antiquité gréco-romaine, et que maintenant, le féminisme n'a pas d'autre choix que de prendre il faut que l'homme soit partenaire et allié, et non plus opposé un sexe à l'autre. C'est-à-dire que je pense qu'il faut des deux côtés sortir du discours qui n'est que victimaire. De la même manière que je comprends la position masculine qui consiste à dire « Ah, les femmes se victimisent tout le temps, etc. » Mais à l'inverse, de l'autre côté, quand les hommes prennent la parole, pas ceux qui sont dans la salle, bien entendu, mais souvent, c'est quand même pour énoncer cette rhétorique victimaire masculiniste qui consiste à nous renvoyer une espèce de symétrie de l'oppression. Ah oui, la femme aussi opprime l'homme. Je pense que, bien sûr, que le féminisme a déstabilisé la virilité, c'est une évidence, qu'il y a des tas de choses qui peuvent fragiliser aujourd'hui l'homme, mais il est surtout victime de ses propres représentations, de son propre culte de la virilité, qui aujourd'hui est en déconstruction pour toutes sortes de facteurs, la crise de la faillite de la paternité, mais c'est aussi l'effondrement du mythe guerrier, c'est aussi des mutations dans l'économie, la tertiarisation de l'économie qui fait que l'homme qui tirait une satisfaction et une gratification virile de son labeur physique, eh bien aujourd'hui, dans un emploi de bureau, eh bien, il est en concurrence avec des femmes qui font, dont on dit qu'elles sont mieux disposées parce qu'elles présentent les qualités naturalisées comme féminines, c'est-à-dire l'empathie, la bienveillance, le sens du contact, etc. Et donc, il y a réellement une détresse masculine. Moi, je ne fais pas partie de celles qui le nient. Simplement, ce que je conteste, c'est que les femmes en soient responsables. Donc, je pense que les hommes ont un énorme travail à faire sur la réflexion sur les stéréotypes sexués, de la même manière que nous, les femmes, pardon pour les hommes, nous sommes saisis de cette question il y a plus de 2 siècles et nous avons remis en question ces stéréotypes sexués en disant mais non, la femme peut être combative, la femme peut faire de la boxe, la femme peut prendre le pouvoir, la femme peut faire la guerre. C'est exactement la même chose pour les hommes. Les hommes sont amputés de leur vérité psychique. Lorsqu'on dit à un homme « tu ne dois pas pleurer, tu dois mépriser la souffrance, désirer la belle mort au combat, l'héroïsme », eh bien, on leur fait aussi une violence. Donc voilà, en conclusion, je pense que le féminisme est un humanisme, c'est-à-dire qu'il est émancipateur pour l'ensemble du genre humain, et donc il faudra peut-être plus parler maintenant d'un antisexisme, et cet antisexisme, je pense que hommes et femmes doivent lutter rejoindre la lutte antisexiste parce qu'elle est émancipatrice et libératrice pour les deux sexes. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous avais dit que ce serait vraiment formidable. Évidemment, c'était très court par rapport à tout ce qu'Olivia nous raconte dans son livre, qui est, moi je le prends comme étant une déclaration d'amour au pouvoir de transformation des hommes. C'est bien résumé, c'est bien résumé. Et je dois avouer que pour moi, ça a été très très important pour comprendre qui je suis devenue, ça a été très important de savoir, de comprendre d'où je venais, d'où les femmes venaient. Et par exemple, elle a dit très très rapidement deux mots que, si vous ne les avez jamais entendus, que je vous encourage à googler.
c'est la déesse mère et c'est Lilith, c'est-à-dire la première femme d'Adam. Pour moi, ça a été vraiment très important. J'ai découvert ça dans le livre de Paul Salomon qui s'appelle La femme solaire. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus dû aller chercher nécessairement du masculin pour pouvoir être puissante. Je me suis aussi servie de mon féminin. Parce que le féminin peut être extrêmement puissant. Ça a été vraiment quelque chose, ça a été vraiment révélateur pour moi.